On s'est habitué à la vue d'une fusée couleur rouille portant une navette orbitale sur son dos, crachant des nuages de fumée et se précipitant vers le ciel à la verticale. Mais sachant que le dernier lancement de navette spatiale remonte à 2011, que nous réserve l'avenir ? Pourrait-on fabriquer une navette améliorée qui décolle et atterrit comme un avion ? Examinons les possibilités. Utilise ton imagination pour dessiner 2 lignes horizontales parallèles. Relie maintenant ces lignes à l'endroit de ton choix de 2 manières différentes. Avec une ligne verticale qui va directement de la ligne du bas vers la ligne du haut et avec une ligne diagonale. Quelle ligne est la plus courte ? La ligne verticale, bien sûr. C'est le chemin le plus direct pour relier les 2 parallèles. Et c'est aussi la réponse la plus élémentaire à notre question. Il est plus rapide et plus facile d'entrer en orbite en décollant du sol à la verticale. La ligne du bas est la surface de la Terre. Notre planète est un mélange complexe de toutes sortes de matières formant une masse impressionnante, presque 6 sextillions de tonnes. Cela équivaut à 6 000 milliards de milliards, c'est-à-dire un 6 et beaucoup de zéros. Un peu comme mes notes en maths au collège. Or, cette masse fonctionne comme un aimant colossal qui permet à la Terre de maintenir en place un élément fondamental pour nous qui est l'atmosphère. La ligne du haut est la limite de l'atmosphère terrestre. Tout ce qui se trouve au-delà est l'orbite planétaire et l'espace extra-atmosphérique. Mais l'atmosphère elle-même est aussi remplie de matière. C'est un mélange de gaz qui a sa propre densité. Lorsqu'une navette est lancée, la masse combinée de ces gaz atmosphériques provoque une force de frottement qui la ralentit considérablement. Passer par le vide, c'est comme fendre l'air, tandis que passer par l'atmosphère, c'est comme devoir traverser de la gelée. Miam. Plutôt raisin ou fraise ? Il faut beaucoup d'énergie et de poussée pour la traverser, tout en étant retenu en arrière par cet aimant gravitationnel géant que représente la Terre. Les avions n'ont pas tant de difficultés à traverser l'atmosphère car ils utilisent sa densité pour se soulever du sol et maintenir leur altitude. 2 éléments les aident à y parvenir, la poussée de leur moteur et la forme de leurs ailes. Les ailes d'un avion forcent l'air qui se trouve devant elles à se diviser en 2 courants. Naturellement, ces courants d'air se retrouvent ensuite derrière l'aile, mais la forme de cette dernière accélère le courant qui passe au-dessus. Or, plus l'air se déplace vite, moins il devient dense. Cela signifie que le courant d'air qui passe sous l'aile est plus dense que celui du dessus. Cela crée une portance pour l'avion. En bref, les ailes permettent à l'avion de planer sur l'air. Mais bien sûr, cela ne serait pas possible sans une force énorme pour pousser l'avion vers l'avant. C'est à cela que sert la poussée. Rien que pour décoller du sol, un avion a besoin d'atteindre une vitesse considérable. Une vitesse varie beaucoup d'un type d'avion à un autre. 96,5 km/h pour les avions légers et environ 241 km/h pour les avions de ligne. Simplement pour décoller et monter à 3000 mètres d'altitude, le Boeing 747 a besoin d'un peu moins de 3 tonnes de carburant. Cela peut paraître impressionnant, mais regardons de plus près cette fameuse navette spatiale. Les premiers éléments qui sautent aux yeux sont ces jolies ailes minuscules et tronquées qui ne seraient d'aucune utilité pour un décollage horizontal. Mais si l'on construisait des ailes plus larges, elles ne seraient d'aucune utilité dans le vide de l'espace. Sans compter qu'il serait difficile de les rendre assez solides pour supporter le processus de lancement. Les petites ailes d'une navette spatiale n'ont qu'une seule fonction, la faire atterrir en toute sécurité pour qu'elle puisse être réutilisée pour de futures missions. Elles sont juste assez grandes pour empêcher la navette de tournoyer de façon incontrôlable pendant la descente dans l'atmosphère et pour la faire planer vers le sol. Aucun moteur n'est utilisé pendant l'atterrissage. Les moteurs de la navette spatiale n'ont rien à voir avec les moteurs d'un avion. Ces derniers ont besoin de l'air de l'atmosphère pour fonctionner. Tandis que ce n'est évidemment pas le cas pour les moteurs de la navette, puisque l'air atmosphérique est difficile à trouver dans l'espace. Au lieu de cela, la navette est équipée de moteurs de fusée. Pour en illustrer le fonctionnement, il suffit de gonfler un ballon et de le lâcher. Il volera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air à l'intérieur, tout en étant poussé dans la direction opposée à la sortie de l'air. Pour s'envoler, un moteur de fusée doit produire suffisamment de poussée et brûler la bonne quantité de carburant pour avoir le même effet. En réalité, la navette spatiale a besoin de tellement de carburant pendant son ascension qu'elle ne peut pas se contenter de ces 3 moteurs. Elle a besoin de 2 propulseurs supplémentaires et d'un énorme réservoir de carburant séparé, qui est largué à l'étape finale du lancement.
Et une navette ne peut entrer en orbite que si elle a assez de puissance. La puissance d'une navette dotée de 3 moteurs et 2 propulseurs est d'environ 3,5 millions de kilogrammes de poussée. Pour alimenter une telle poussée, le réservoir externe doit contenir environ 725 000 kg de carburant. Et pour garder le vol sous contrôle, ces 3 moteurs ont une structure très complexe. Mais serait-il possible de mettre une navette en orbite si elle était conçue pour utiliser l'atmosphère comme un avion ? Malheureusement, la réponse est non. Il faudrait encore plus de carburant pour maintenir la vitesse nécessaire pour couvrir la distance d'une trajectoire de lancement en diagonale. Même si un avion grimpait jusqu'à la partie supérieure de l'atmosphère, la Terre ne le laisserait pas s'échapper. Pour s'échapper de l'atmosphère, tout objet qui part de la Terre doit être assez rapide pour franchir le point de vitesse de fuite. Cette vitesse est nécessaire pour compenser l'attraction gravitationnelle de la planète et permettre à un objet de se mettre en orbite. Pour notre planète, cette vitesse orbitale est de 28 000 km/h. C'est évidemment beaucoup plus rapide que la vitesse du son et beaucoup plus rapide que la vitesse de croisière d'un avion de ligne. Maintenant, essaie d'imaginer un avion qui va à cette vitesse et la quantité de carburant qu'il lui faudrait. Sans compter qu'il faudrait aussi qu'il soit assez robuste pour rester en un seul morceau durant le processus. Le coût et la technologie impliquée seraient tout simplement irréalistes. La possibilité que les navettes deviennent obsolètes a poussé les scientifiques et les ingénieurs à essayer de trouver de meilleures solutions pour se mettre en orbite. L'une des solutions serait un énorme ascenseur spatial qui permettrait aux gens de monter dans l'espace. Un ascenseur spatial est une gigantesque tour reliée à un satellite en son sommet et qui se déplace avec le mouvement de rotation de la Terre. La tour est censée mesurer environ 35 400 km et serait faite d'un matériau extrêmement durable, les nanotubes de carbone. La plateforme à l'intérieur de la tour serait mise en mouvement au moyen de véhicules à propulsion électromagnétique. Le trajet de la Terre au satellite ne prendrait que 5 petites heures. Cette mégastructure permettrait d'aller dans l'espace à moindre coût et de manière plus sûre. Mais les nanotubes de carbone se sont avérés insuffisants pour construire une tour de cette taille, si bien que la recherche du matériau idéal se poursuit. Un autre projet, basé sur une approche similaire, a été baptisé Spacetram. La structure nécessaire n'est pas aussi grande, mais tout de même assez impressionnante. Il s'agit d'un tunnel à vide vertical qui pousserait une navette à lévitation magnétique. Elle ne serait pas ralentie par l'air et serait poussée et accélérée par une force électromagnétique à travers le tunnel. Elle s'élancerait ensuite dans le ciel à une vitesse proche de la vitesse de fuite. La navette propulsée à travers ce tunnel pèserait moins lourd car elle n'aurait pas besoin de transporter autant de carburant. On ne sait pas encore si les êtres humains survivraient à une telle accélération. Ils pourraient ressembler à des crêpes à l'arrivée. Si ces idées te paraissent saugrenues, alors prépare-toi pour la dernière. Il est possible que l'on utilise bel et bien un avion pour se mettre en orbite, même si on vient de prouver le contraire. En fait, ce n'est pas l'avion lui-même qui irait dans l'espace, mais il serait utilisé comme une plateforme de lancement. Ingénieux, n'est-ce pas ? Pour ce faire, un avion spécial serait construit avec une envergure de près de 122 mètres et capable de monter à une altitude de plus de 10 000 mètres. De petites navettes lancées à partir de ce gros porteur n'auraient pas à traverser une si grande partie de l'atmosphère, ce qui leur permettrait d'échapper plus facilement à l'attraction gravitationnelle de la Terre. Richard Branson travaille actuellement sur cette technologie avec son programme Virgin Galactic, afin d'emmener des touristes aux confins de l'espace. Finalement, les avions peuvent-ils remplacer les navettes spatiales ? Non, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne les aideront pas à devenir plus efficaces à l'avenir. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.